Bon, nous avons soif de réenchantement, parce qu'un monde désenchanté nous semble tout simplement mort. Le monde ne chante plus. Mais cette demande de réenchantement est-elle raisonnable? Oui, si on entend le mot raison, y compris au sens de Pascal, de raison du cœur, pas simplement si on est dans la raison mentale. Simplement, si on applique notre raison mentale au terme réenchantement, désenchantement, il faut quand même ne pas se laisser piéger par l'expression célèbre de Max Weber, parce que, à mon avis, Max Weber a plus parlé du désenvoûtement du monde, ce qui était plutôt un élément positif, que du désenchantement. Et je pense que dans le mouvement, qui n'est pas un mouvement de retour, de cercle qui reviendrait sur lui-même, mais un mouvement en spirale, et on retrouve un certain nombre de choses que Françoise vient de nous dire, on reparcourt un certain nombre de questions clés à laquelle s'est trouvée confrontée l'humanité, y compris sur le temps très long, puisque Françoise nous dit « Oh là là, mais c'est beaucoup plus lointain que le seul néolithique. Après tout, le néolithique, 10 000 ans, c'est vraiment hier, c'est au moins la période de 100 000 ans. » Donc on reparcourt un certain nombre de questions essentielles à laquelle a été affrontée l'humanité, mais on les parcourt aussi avec l'expérience, le bénéfice de l'acquis. Et dire aujourd'hui, nous avons besoin d'un nouvel enchantement. Hein, le mot « re » peut créer une confusion parce qu'il donnerait l'impression d'une espèce de retour. Bon. Non, nous avons à intégrer la part positive des acquis de la modernité. Et quelle est la part positive des acquis de la modernité? Elle est du côté de l'émancipation. Elle est du côté, non pas du désenchantement, mais du désenvoûtement. Hein, c'est-à-dire la capacité à arrêter de croire qu'on est dans des logiques de peur, parce que derrière le tonnerre, il y a un Dieu, parce que derrière tous les éléments qui nous inquiètent, il y a des puissances magiques dont il faut se protéger. Ça, c'est de l'envoûtement. Et se sortir de l'envoûtement, ça a été un vrai progrès dans l'histoire de l'humanité. Et ça reste aujourd'hui un vrai progrès. Je lisais encore il y a 2 jours un appel sur les réseaux sociaux à protestation mondiale contre une fatwa du Conseil des oulémas tunisiens qui disait que le fait que l'apostasie méritait la mort. Oh, ben là, on est complètement dans une situation où la nécessaire résistance contre ce type d'inféodation des esprits, des cœurs, etc., reste légitime. Et je le dis pas simplement par rapport à une religion comme l'islam. Il a fallu attendre le Concile Vatican II pour que le catholicisme reconnaisse, et ça a été une bataille énorme au Concile, reconnaisse la liberté religieuse. Hein, il a fallu attendre les années 60 pour que ça se produise. Donc il faut bien voir qu'il y a dans la modernité, y compris, tu évoquais la question de la science au cœur de la modernité, des éléments d'émancipation qui sont fondamentaux et sur lesquels il n'est pas question de revenir. Et les droits des êtres humains, et au cœur des droits des êtres humains, le droit des femmes qui est un curseur fondamental du nouveau monde qui est en train de commencer, il n'est pas question de revenir sur ces éléments. Par contre, ce qui est tout à fait essentiel, c'est d'être capable d'opérer un tri sélectif et de reconnaître que s'il y a une part de lumière de la modernité qui est du côté de l'émancipation, de la liberté de conscience, de l'individuation qui n'est pas pour autant de l'individualisme, il y a aussi une part d'ombre, et cette part d'ombre, elle est du côté de la chosification. Chosification de la nature, chosification du vivant, chosification des humains eux-mêmes, et ce que Joseph Stiglitz appelle le fondamentalisme marchand est un élément de cette chosification. Donc reconnaître cette part d'ombre de la modernité et rentrer en dialogue, mais un dialogue qui soit à la fois exigeant et ouvert, avec les cultures et les sociétés de tradition, y compris en notre propre sein.
Parce que là aussi, il y a une part de lumière qui est magnifique, et cette part de lumière, on peut la décrire à travers le terme de reliance, parce que la reliance à la nature, la reliance aux rapports sociaux, le lien social, on dirait en termes contemporains, la reliance aux questions du sens, c'est-à-dire le fait que les questions de l'essentiel, celles-là même que les premiers humains ont commencé à se poser quand est apparue la conscience de la mort, et que du coup la question du sens a commencé à se poser. Donc la reliance aux questions du sens, elle est aussi fondamentale. Et très souvent, effectivement, les sociétés modernes ont abandonné cette triple reliance. Mais dans ce rapport à la fois ouvert et exigeant, il faut aussi dire qu'il y a une part d'ombre dans les sociétés, les civilisations de tradition, et qu'à côté de cette reliance, eh ben, il y a de la dépendance. Parce que le lien social, il peut se transformer en contrôle social. Le rapport au sens, si le sens se fait identitaire et excluant du sens des autres, eh ben, ça donne de l'intégrisme et du fondamentalisme. Et vous pouvez même avoir un rapport tellement intégriste et fondamentaliste à la nature que vous vous autorisez de ne plus rien bouger, y compris quand ce serait pour des transformations positives. Donc je crois beaucoup que dans ce recommencement, qui peut être effectivement un élément qui revisite le chant dans sa plus belle expression et qui donne à l'humanité la possibilité de dire « nous avons la possibilité à la fois de nous planter ». Après tout, l'humanité risque la sortie de route. Hein. Tu évoquais la question de la schizophrénie dans ton intervention liminaire. Nous devons être aussi dans la lucidité, voire dans la lucidité tragique. Il ne s'agit pas de repeindre la réalité en rose, mais en même temps, la possibilité pour l'humanité de franchir un saut qualitatif dans sa propre histoire. Et là, je suis complètement en résonance avec ce que vient de nous dire François, c'est-à-dire après avoir eu le long mouvement dans l'ordre de l'hominisation, avoir le mouvement dans l'ordre de l'humanisation, ce que Dialogue en humanité que tu évoquais tout à l'heure évoque à travers le terme de grandir en humanité. Le fait de dire notre humanité, même si elle a 200 000 ans, est une espèce incroyablement jeune par rapport à d'autres espèces. Et cette espèce incroyablement jeune, d'une certaine façon, elle risque la mortalité infantile. Mais elle peut aussi apprendre à grandir en humanité, et ça veut dire à ce moment-là que dans la façon de franchir un saut qualitatif dans l'ordre de l'humanisation, ben, il faut pouvoir être capable de réintégrer et le meilleur de ce que la modernité nous a permis en termes de désenvoûtement, et le meilleur de la tradition sous sa forme de reliance, tout en organisant la résistance contre ce que j'appellerais le cocktail du pire, où là, on n'a pas la reliance et l'émancipation, mais on a la dépendance et le fondamentalisme marchand. Hein. Ça finit par vous donner au total les nouveaux Yalta du type échange Coca-Cola contre excision. Hein. Coca-Cola n'est pas dans les sponsors, donc, et c'est important de tenir les deux éléments fondamentalement, et c'est ce que, par exemple, lors des États généraux de l'économie sociale et solidaire, on avait appelé le nécessaire trépied du rêve, c'est-à-dire le rapport entre le R de la résistance, le V de la vision transformatrice, et le E de l'expérimentation anticipatrice. C'est de tenir les trois éléments simultanément. On peut même dire que comme à chaque fois, il faut de l'évaluation et du discernement, aussi bien dans la résistance que dans la vision que dans l'expérimentation. Ça nous donne même le mot rêve dans son caractère complet. Et si je reprends par exemple les propos tout à fait passionnants de Younous, qui était juste auparavant ici même, c'est très intéressant d'appliquer ce trépied pour montrer pourquoi il faut allier vision, expérimentation et résistance. Parce qu'on voit bien que, et ce qu'il disait sur le microcrédit était extrêmement intéressant, et il y a nombre de banques françaises qui feraient bien de le méditer, c'est que le microcrédit, comme expérimentation, n'a de sens que s'il inclut la résistance contre les dysfonctionnements du macrocrédit.
vous avez entendu comme moi la sévérité qui est la sienne à l'égard du système bancaire officiel. Et s'il y a aussi, et il le disait également, une vision transformatrice, c'est-à-dire on n'est pas là simplement en train, dans un coin de la cour, d'organiser de la réparation par rapport au système, on utilise l'expérimentation, non seulement du microcrédit, mais de toutes les formes d'expérimentation anticipatrice qui sont aujourd'hui à l'œuvre, pour incarner la résistance dans une perspective créatrice et que ça ne soit pas de la révolte désespérée, mais pour déboucher aussi sur ce nouvel imaginaire qui dit oui, d'autres voies sont possibles, d'autres mondes sont possibles. Et là, on est au cœur de quelque chose qui, pour le coup, est tout à fait passionnant et qui est, à mon avis, en lien direct avec ce que Françoise nous a dit. Parce que l'un des grands enjeux, me semble-t-il, de cette nouvelle étape dans laquelle entre l'humanité, c'est au fond de savoir si le fameux prétendu sapiens sapiens, dont Edgar Morin nous dit à juste titre qu'on aurait mieux fait de l'appeler sapiens des minces, précisément parce que son immaturité émotionnelle était patente, mais par contre, le fait de considérer comme un projet d'aller vers un véritable sapiens sapiens, ça mérite de prendre un coup parce que ça, c'est une vraie question. C'est-à-dire la question de la sagesse, mais pas d'une sagesse ascétique, d'une sagesse que j'appellerais une sagesse érotique, une sagesse jubilatrice, une sagesse qui entend dans le mot sagesse comme dans son étymologie le mot de saveur, et une sagesse qui à ce moment-là fait ôter l'intelligence du cœur au niveau de l'intelligence mentale, qui dit par exemple dans les chances qui sont aujourd'hui les nôtres, grâce à toutes les nouvelles technologies de l'information, de la communication, on peut dire que l'humanité est de plus en plus un réseau pensant. Ça, c'est formidable. Mais ce réseau pensant a besoin aussi d'apprendre à devenir un réseau confiant. J'oserais même le dire un réseau aimant. Parce que si vous avez simplement un surdéveloppement de l'intelligence mentale, mais le maintien d'une intelligence du cœur qui est quasiment au niveau, alors là je ne sais pas si c'est quelque part entre le néolithique et le paléolithique, mais on comprend bien qu'on est loin du compte, ben, évidemment la fameuse contradiction de Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, elle peut très bien nous conduire à la sortie de route. Parce que, évidemment, les dégâts qu'on va faire avec des armes de destruction massive sont beaucoup plus importants que ceux qu'on peut faire avec des gourdins, même si sur le plan émotionnel, on est confronté au même problème. Et donc, de ce point de vue-là, moi je considère que dans ces nouvelles frontières de l'humanité, qui seront de plus en plus des frontières intérieures, parce que bien sûr la conquête de l'espace sera toujours un enjeu, mais la plupart des grandes frontières, des frontières sur lesquelles l'humanité peut progresser, seront des frontières intérieures. Par exemple, sur le triptyque du rapport à la demande d'amour, à la demande de bonheur et à la demande de sens. Et il suffit de regarder les expressions populaires qui nous habitent pour voir la marge de progression formidable qui est la nôtre. Parce que regardez par exemple, l'amour dans nos expressions populaires est associé à la chute. Tomber en amour, tomber amoureux. Le bonheur est associé à l'ennui. Les peuples heureux n'ont pas d'histoire. Ils furent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Crac, ça y est, l'histoire s'arrête. Ah, bon. Et le sens est associé à la guerre. Bon. Comment voulez-vous avoir des stratégies transformatrices, avoir des perspectives positives pour le devenir de l'humanité, qui nous permettent, y compris parce que nous avons les moyens de plus en plus, comme le disait déjà Hannah Arendt, dont on reparle aujourd'hui, il y a un beau film qui est en train de sortir, et Hannah Arendt, dans La condition de l'homme moderne, elle posait cette question fondamentale de sortir des sociétés du travail pour aller vers des sociétés de l'œuvre, c'est-à-dire, et c'était un point qu'évoquait aussi Younous, c'est-à-dire le droit de tout être humain à être maître de ses projets de vie. Le droit de tout être humain à faire de sa vie une œuvre, à devenir artiste de sa propre vie. Mais nous ne pouvons réaliser ce projet-là, qui pour le coup est un formidable projet passionnant, que si nous faisons aussi la démonstration
que le triptyque sinistre de la chute de l'amour, du bonheur et de l'ennui et du sens et de la guerre, que nous sommes capables de le surmonter. Et là, c'est y compris, ça c'est pas simplement pour demain, c'est dès aujourd'hui. C'est-à-dire de regarder partout où il se démontre qu'on peut progresser en qualité d'amour, et aussi bien dans les rapports interpersonnels que dans les rapports sociaux, que le bonheur est tout sauf de l'ennui, mais que c'est au contraire dans l'art de vivre à la bonne heure une qualité de présence et d'intensité de vie, et que la pluralité des traditions de sens, à condition justement de ne pas être dans le sens identitaire excluant, mais d'être dans le pluralisme et la tolérance, que la pluralité des traditions de sens est une chance formidable pour l'humanité et une source possible d'élévation en qualité de sagesse. Donc voilà, si on se situe dans cette direction, là, moi je sens bien les choses, et l'alternative à la sortie de route, elle est possible. Yeah. Mais, moi je pose plus la question, tu évoques deux paramètres par exemple, l'espérance de vie et le produit intérieur brut. Très franchement, je préfère l'indicateur espérance de vie au produit intérieur brut. Pourquoi? Parce que dans le produit intérieur brut, vous allez avoir quantité d'activités qui sont nuisibles pour les humains ou pour leurs écosystèmes, qui vont être comptées positivement parce que il va y avoir des valeurs ajoutées monétaires qui vont correspondre à de la réparation, de l'indemnisation. Oui, comme nous l'avait bien montré Ivan Illich. Oui, et puis c'est toutes les approches récentes justement sur la nécessité de sortir de la représentation de la croissance exprimée en termes de PIB, avec toutes les destructions qui sont incluses dans le PIB, y compris toutes les destructions qui sont liées au commerce des armes dans le monde. Il vient d'y avoir tout un débat autour de la résolution des Nations Unies sur la limitation du commerce des armes. Le commerce des armes est une des activités les plus lucratives dans le monde. Bon. Donc c'est en ce sens-là que je préfère de beaucoup d'autres indicateurs, et parmi ces indicateurs, l'espérance de vie, et notamment l'espérance de vie en bonne santé, me paraît autrement plus intéressant que le PIB. Bon. Après, la question fondamentale qui se trouve posée, c'est qu'est-ce qu'on fait de tous les progrès, y compris ceux que tu évoques sous réserve effectivement d'aller regarder de très près les études dont tu parles, mais qu'est-ce qu'on fait des progrès de la vie dans tous les sens du terme? Que l'un des paradoxes, et là pour le coup on a un bon rapport de dialogue positif entre tradition et modernité, c'est que l'un des points communs de toutes les traditions de sagesse, c'est de considérer que la mort, plutôt qu'être une source d'angoisse, peut être un levier au service du vivant. Une phrase telle que celle qu'on retrouve aussi bien chez Sénèque que Confucius, qui dit « Vis comme en mourant, tu aimerais avoir vécu », c'est-à-dire c'est la représentation même de notre finitude qui va nous rendre attentifs à l'essentiel de notre vie. Si je pose la question dans cette salle, y a-t-il quelqu'un dans cette salle qui pense qu'il ou elle ne va pas mourir? Manifestement, le sondage est percutant. Donc non seulement nous tous qui sommes ici, nous allons mourir, nos enfants vont mourir, nos petits-enfants vont mourir, les fameuses générations futures vont mourir. C'est très très démocratique. Et bien justement, et alors, si par hypothèse, nous avions la possibilité de supprimer la mort, ce qui est un des fantasmes d'un certain nombre d'auteurs de la transhumanité, il serait vite confronté à ce que Simone de Beauvoir évoquait déjà dans son roman « Tous les hommes sont mortels », qui est « Que faire de la vie quand on est immortel ?» Alors là, pour le coup, la question de l'ennui, ce que disait Woody Allen, la vie éternelle, c'est long, c'est long, c'est long, surtout vers la fin, quoi. Bon. Et donc, la question de la sagesse, c'est la question de que faisons-nous de notre vie? On peut imaginer, dans la façon qu'a l'humanité d'être dans la logique sortie de route, il y a des façons multiples de s'autodétruire, de détruire ses écosystèmes, etc. Mais on peut aussi tout à fait imaginer
une humanité qui devient un peu plus raisonnable et qui assure sa survie biologique. Mais si elle assure sa survie biologique au prix du renoncement à tout ce qui fait sens, tout ce qui fait valeur, tout ce qui fait saveur dans l'humanité, et notamment ces deux ressources fondamentales qui nous sont pour le coup spécifiques, qui est l'amour et la conscience, parce qu'après tout, par rapport aux deux briques de base que nous connaissons de l'univers, qui est la combinaison d'énergie et d'information, ben, on peut dire que notre micro-lilliputienne humanité, elle a cette capacité inouïe de transformer du soleil en conscience, ou de faire que l'énergie, qui est une énergie d'attraction, donc d'aimantation, ne reste pas simplement au niveau de l'aimantation, mais progresse en qualité d'amour, ou que cette brique qu'est l'information, elle devienne conscience. Alors là, pour le coup, si on se dit à supposer qu'il y a un ministère de l'humanité dans l'univers, le fait d'être des producteurs d'amour et de conscience, ça commence à avoir, hein, parce que si on prend la situation inverse, et même en mettant les statistiques que tu évoques dans le meilleur des cas, mais si c'est simplement pour se survivre, voire pour se reproduire, franchement, les 13,7 milliards d'années, un peu plus, un peu moins, etc., tout ça pour ça, si c'est simplement pour se survivre ou se reproduire, alors franchement, le règne animal, il réussit l'opération infiniment mieux que nous et avec infiniment moins de problèmes. Hein. Donc, tu l'avais dit, je crois, un jour, le projet communiste a été quand même un projet grandiose. Le problème, c'est qu'il pensait qu'on pouvait obliger les gens à s'aimer. Oui, c'est ça. Ça, c'est très intéressant parce qu'au passage, vous savez, il y avait, après la chute du mur de Berlin, comme souvent les dessins en disent plus que les longs discours, il y avait un dessin qui résumait bien l'énorme malentendu post-chute du mur de Berlin. Parce que vous aviez d'un côté un dissident libéré qui criait « on a gagné, on a gagné », et là tout le monde sent bien la vibration de la liberté, et puis de l'autre côté vous aviez un de ces spéculateurs que dénonçait Younous tout à l'heure, qui, confronté à un SDF, lui disait « on a gagné, on a gagné ». Bon, c'est tout le malentendu sur la chute du communisme. Parce que le communisme ait échoué dans sa part d'ombre, dans sa part de dictature, dans sa part de bureaucratie, dans sa part de totalitarisme, etc., évidemment, c'est une bonne nouvelle. Par contre, quand on regarde, pas simplement le communisme, parce que toutes les traditions qui ont porté la justice sociale, le socialisme utopique, etc., et d'une certaine façon, toutes les grandes traditions spirituelles, de la compassion bouddhiste à l'amour chrétien, en passant par la miséricorde musulmane, portent la question de l'amour. Simplement, et là je dis que l'une des erreurs anthropologiques du communisme, indépendamment de la question anthropologique majeure que n'a pas traité Marx, qui est la question de la démocratie et du pouvoir, mais c'est justement d'avoir été idéaliste sur la question de l'amour. L'amour ne va pas de soi. Hein, quand Camus dit dans La Peste, ces humains aux prises avec leur pauvre et terrible amour. L'amour ne va pas de soi. Et comme le disaient les Grecs, comme la toute première forme d'amour, celle qui ne reconnaît pas encore l'altérité, celle qu'on va trouver par exemple chez le petit nourrisson qui n'a pas encore accédé à l'altérité et qui va avoir tendance à vivre sa forme d'amour comme une absorption, une espèce de fusion-acquisition d'autrui, s'il n'y a pas progression de la pornéia vers toutes les formes d'amour qui vont reconnaître l'éros, que ce soit la philia du côté de l'amitié, que ce soit la tendresse, que ce soit l'éros, que ce soit l'agapé comme capacité de don inconditionnel, si nous ne nous élevons pas en qualité d'amour, si nous restons au stade de la pornéia qui ne reconnaît pas l'altérité, c'est pas simplement dans les rapports interpersonnels. Au passage, d'ailleurs, le terme pornographie, c'est pas du tout de la sexualité. Ah, c'est quand l'autre est considéré
comme pur objet sexuel, c'est-à-dire il n'y a pas de progression de l'altérité. Mais la pornéia, on la trouve sur le plan économique. Par exemple, qu'est-ce que le capitalisme financier aujourd'hui, avec ses 95% d'économie spéculative? C'est ce qu'on peut appeler de la pornocratie économique. Il n'y a pas de reconnaissance de l'altérité. Si vous n'êtes pas compétitif, si vous êtes du côté des perdants, vae victis. Et alors, est-ce que le meilleur est à venir? Mais le meilleur, oui. Enfin, parce que tu disais tout à l'heure, on est une espèce très jeune, de toute façon. Mais alors là, c'est à une échelle énorme. C'est-à-dire, non. C'est pas forcément l'avenir. Ça peut être demain matin. Et d'ailleurs, tu évoquais toute la question de toutes ces initiatives qui se passent dans le monde entier. Lisez par exemple un bouquin formidable, là pour le coup on cite des journalistes qui sont capables de parler d'initiatives créatrices. Lisez ce livre formidable de Bénédicte Maillet qui s'appelle 1 million de révolutions tranquilles. Hein. Elle a parcouru le monde entier au cours de ces 2 dernières années et elle raconte toutes les initiatives de toutes les natures qui sont prises par des collectifs humains comme alternative à du sabordage écologique, à de la détresse sociale, pour remonter en qualité démocratique. Et ce n'est pas des choses qui sont marginales. Hein. Si vous allez dans Rajasthan, par exemple, vous avez un coin qui était désert et qui est devenu une espèce de Normandie, et là, ça concerne 700 000 personnes, parce qu'il y a une intelligence du rapport entre la redécouverte des savoirs ancestraux, hein, on retrouve les logiques de spirale qu'on évoquait tout à l'heure, donc à la fois la redécouverte de ce qu'il peut y avoir de meilleur dans la tradition et des savoirs ancestraux, et en même temps, grâce aux réseaux sociaux, une diffusion qui fait que ce sont des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de personnes qui se les approprient, là où à une autre époque, ça serait resté limité à quelques centaines. Alors, le meilleur est possible si on va dans cette direction-là, si on s'assemble, si on s'organise. Il vient d'y avoir un forum social mondial à Tunis. Tu évoquais les dialogues en humanité qui se passent maintenant, y compris à Salvador de Bahia, qui se passe à Bangalore, en Inde, tu en fais partie, qui se passe un petit peu partout dans le monde. Toutes ces initiatives sont des moments de reliance entre justement tous les acteurs qui disent, écoutez, le voyage en humanité est un voyage trop passionnant et trop beau pour le laisser à des prédateurs, que ce soit des prédateurs du côté de l'argent, des prédateurs du côté du pouvoir ou des prédateurs du côté du sens. Parce qu'on n'a pas suffisamment évoqué l'enjeu spirituel. Il faut bien voir, l'enjeu spirituel est un enjeu fondamentalement positif. Le fait que l'humanité se pose la question du propre sens de sa vie et de sa mort n'est pas simplement une question individuelle et privée, c'est aussi une question collective. Oui, mais sur le terrain du sens, vous avez aussi ce qu'un grand sage de ce temps, récemment décédé, Arnaud Desjardins, avait appelé le problème du matérialisme religieux. Et le religieux, il est dans cette ambivalence entre les deux éléments. Il a sa part de lumière qui est du côté de la quête spirituelle, qui est du côté de l'émerveillement, de la contemplation, du contact avec le mystère de l'invisible, hein, dont parlait Stéphane Hessel, que François Le Marchand a juste titre à saluer tout à l'heure. Ça, c'est le meilleur du religieux, qui est du côté de la contemplation, du merveilleux, du mystère, etc. Et puis, il y a aussi la part de peur qui est du côté de la logique sacrificielle. Hein. La première source de la monnaie, j'avais été amené à étudier ça quand je faisais la mission Reconsidérer la richesse, n'est pas du tout économique, elle est religieuse, c'est-à-dire quand on a peur de ces dieux courroucés, eh ben, pour rétablir les termes de l'échange, qu'est-ce qu'on va faire? On va leur donner ce qu'on a de meilleur, et ce qu'on a de meilleur, c'est d'abord du sacrifice humain. Et puis ensuite, de sacrifice d'animaux, mais comme figure du sacrifice humain. Et donc, si on est du côté de la peur et du côté du sacrifice, eh ben, on a les fatwas dont je parlais tout à l'heure. Si on est au contraire du côté de la qualité d'émerveillement face au mystère de l'univers, alors à ce moment-là, on est dans une quête spirituelle, et ça rejoint aussi ce que disait tout à l'heure Françoise, l'une des mutations souterraines aujourd'hui les plus passionnantes qui est à l'œuvre, c'est la question du féminin spirituel. Regardez la façon dont des femmes clés sont aujourd'hui en train de revisiter
y compris la question de la quête spirituelle. Regardez des femmes comme Etty Lézou. Relisez même, personne n'aurait tendance à penser à ça, lisez les lettres de prison de Rosa Luxembourg. Voyez dans les lettres de prison de Rosa Luxembourg, quelques mois avant d'être assassinée, non seulement l'extraordinaire qualité de présence écologique qu'on n'avait pas repérée, mais aussi l'ampleur des questions spirituelles. Revoyez comment, au cœur du christianisme, le personnage de Marie-Madeleine redevient central. Revoyez dans l'islam comment, en fait, c'est Khadija qui joue le rôle central dans le discernement du prophète. Alors ça, oui, c'est du côté de l'espérance. Formidable. Comment donner de l'espoir à la nouvelle génération? Je repartirais de deux mots qu'on peut revisiter. Le premier, évoqué par Françoise, c'est celui d'éducation en l'entendant dans son sens radical. Exduquere, c'est conduire au dehors. On peut presque dire que c'est le contraire de la formation. C'est permettre à des êtres humains de se tenir debout, d'accéder à l'autonomie. Pour reprendre toutes les grandes traditions de sagesse, leur point commun, c'est « va vers toi-même ». Et ça vaut pour une personne individuelle, mais ça vaut tout autant pour une génération. Hein. La confiance dans sa propre énergie de vie. Et l'autre mot qui mérite d'être revisité, c'est le mot de métier. Parce que le mot de métier, il est beaucoup banalisé, mais en fait, le mot métier, il a le même sens que celui que Hannah Arendt donne au mot œuvre. Métier, c'est un mot qui vient du compagnonnage, qui est la contraction de deux mots latins, le ministère et le mystère. Le ministère, c'est le service, et un métier, c'est un ministère mystérieux, c'est un service mystérieux. Pourquoi mystérieux? Parce que si c'est un métier manuel, il va être dans l'ordre de la transformation de la matière. La transformation de la matière renvoie au mystère de la nature, et si c'est un métier relationnel, il renvoie au mystère de la relation à autrui. Et donc, l'axe du métier, qui est un mot infiniment plus fort que des mots comme job, emploi ou de travail, en plus avec la signification étymologique de travail comme instrument de torture et qui renvoie à du labeur, à de la dépendance et à de la nécessité, eh bien, le métier, il est sur l'axe, non pas du qu'est-ce que vous faites dans la vie, mais sur l'axe du que faisons-nous de notre vie. Et je pense qu'un des enjeux passionnants pour les générations à venir, c'est que nous avons la possibilité de sortir de la civilisation du labeur pour aller vers des civilisations de l'œuvre et du métier. Ou si on veut à tout prix utiliser le mot travail, il faut le faire, comme le disait André Gorz, en distinguant à ce moment-là le travail contraint et le travail choisi. Parce que si on se place dans cette perspective, eh bien, ça change complètement la fameuse question de l'emploi. Tant qu'on croit que l'emploi, c'est simplement une activité qui est créée par des entreprises ou en tout cas des organisations et qu'on est des demandeurs d'emploi, eh bien, cette situation-là, elle nous mène à l'impasse. Il est vrai, et ça c'est déjà la situation actuelle, qu'à eux seuls, 3 pays, la Chine, l'Inde, le Brésil, pour reprendre cet exemple fameux, pourraient à eux seuls être la ferme du monde, l'atelier du monde et le bureau du monde. Vous avez de plus en plus un temps libéré sur le travail et l'emploi au sens classique du terme, et la grande question c'est qu'est-ce qu'on fait de ce temps libéré? Et ce temps libéré, il n'est pas du tout pour se tourner les pouces. Et d'ailleurs, si je vous fais faire l'expérience de « allez-y, tournez-vous les pouces », ça ne va pas durer plus d'1 minute. Rien n'est plus ennuyeux que de se tourner les pouces. La grande question de l'être humain, c'est d'utiliser cette libération sur le labeur pour aller du côté de l'œuvre, pour aller du côté du métier. Et à ce moment-là, tout être humain, par exemple, a au moins un métier matriciel de base dont dépendent tous les autres, qu'on peut appeler par exemple un métier de chef de projet de notre propre vie. Et c'est l'intérêt de la société, notamment par l'éducation, mais aussi dans les bifurcations de vie, de permettre à des êtres humains d'avancer dans la question de ces choix de vie, parce qu'une personne
qui n'arrive pas à exercer son métier de chef de projet ou chargé de projet de sa propre vie, non seulement cette personne se détruit elle-même, mais les dégâts collatéraux qu'elle fait autour d'elle vont coûter très cher à la société. Et là, le mot coût, vous pouvez l'écrire pas simplement COUTS, mais aussi COUPS, ce sont des coûts de maltraitance. Si on raisonne en ces termes, eh bien, ce que Edmond Baird, dans un article des années 75, disait à la une du Monde sur le chômage zéro, et qui aujourd'hui serait considéré comme le comble de l'utopie et de l'idéalisme, devient à ce moment-là possible. Pour reprendre une expression que j'aime bien d'un sociologue, ce sont les offres de compétences à vivre. Nous ne sommes pas des demandeurs de jobs, nous sommes des offreurs d'œuvres, des offreurs de compétences à vivre et de véritables chambres des métiers. Il y a une réforme du Pôle emploi à faire en ce sens-là. De véritables chambres des métiers sont des espaces où on accompagne des personnes ou des groupes pour les aider à trouver la question de ce qui fait œuvre, de ce qui fait sens de leur propre vie. Et ça veut dire au passage qu'il faut arrêter d'associer les questions de revenus aux seules questions d'emploi et de travail. C'est tout le débat sur le revenu de vie. On a besoin d'un axe qui garantit à tout être humain qu'il ne va pas basculer dans la détresse sociale et que par conséquent, en termes de revenus de base et en termes de protection sociale de base, il ne basculera pas dans la détresse sociale, mais que cette énergie créatrice ainsi libérée, eh bien, il peut aussi la consacrer à des activités qui sont des activités d'œuvre et pas forcément de job. Ça, personnellement, je trouve que ce couple éducation-métier, entendu au sens fort du terme, c'est un champ absolument passionnant pour les générations à venir.